magazine hebdomadaire de la MINUSCA, voici les sommaires. La protection civile, en collaboration avec l'unité incendie de la MINUSCA, a éteint un incendie au centre-ville de Bangui, dans un magasin de vente de téléphones, d'instruments de musique et de divers matériels électroniques. Les chargés de la division des droits de l'homme de la MINUSCA ont reçu une formation des formateurs sur les droits économiques, sociaux et culturels en République centrafricaine. Un atelier de retour d'expérience sur la retraite des inspections des forces de défense et de sécurité a été organisé par la Coordination nationale de la réforme du secteur de la sécurité au profit des forces armées centrafricaines FACA et des forces de sécurité intérieure FSI grâce à l'appui de la MINUSCA. Une trentaine de chefs de quartier, chefs de groupe et de conseillers municipaux du 5e arrondissement de la ville de Bangui ont bénéficié d'une campagne de sensibilisation de 2 jours sur la vulgarisation de la nouvelle loi sur la décentralisation, la gouvernance locale et la citoyenneté. La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile, la préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours, ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement, telle est la mission assignée aux sapeurs-pompiers de l'unité anti-incendie de la MINUSCA, qui, dans le cadre de son appui au gouvernement centrafricain, a combattu le feu d'une boutique incendie au centre-ville de Bangui, aux côtés des sapeurs-pompiers de la direction de la protection civile centrafricaine. Serge Mbilika et Crispin Dembasakete étaient sur le terrain. Située en plein centre-ville de Bangui, la maison Télécom Phone, une boutique spécialisée dans la vente du matériel électronique et de téléphones portables, a été touchée par de violents incendies occasionnant un important dégât matériel. Appelée d'urgence, l'intervention des sapeurs-pompiers de la MINUSCA et d'une unité de protection civile a permis de maîtriser la flamme. D'après le témoignage de Bieba Mikaela, directrice gérante de la boutique, un court-circuit électrique dans le plafond serait à l'origine du drame qui n'a pas fait de dégâts humains. Le samedi dernier, le vent de la pluie avait emporté la plaque de notre boutique située sur le toit de l'immeuble. Un soudeur est arrivé pour arranger la plaque lorsqu'il a constaté le feu dans le plafond. Il a commencé à crier pour nous alerter. Le temps de sortir, l'incendie avait ravagé presque toute la boutique. Nous avons perdu beaucoup de marchandises. Des ordinateurs, des écrans plasma, des baffles, des jammers, des tablettes numériques, des chaises et des tables vitrées. C'est beaucoup de dégâts matériels. Rappelons que l'unité anti-incendie de la MINUSCA avait organisé du 8 au 15 juin 2022 une formation théorique et des séances de simulation au profit des sapeurs-pompiers de la mission. Cette formation avait pour objectif d'optimiser leur capacité d'intervention et de leur permettre d'être plus proactifs face aux incendies qui surviennent dans les installations de la mission ou dans des bâtiments ou habitations à Bangui et ses environs. Dans l'objectif de soutenir les actions des associations de la société civile et des défenseurs de droits de l'homme dans leur rôle de promotion et de protection des droits de l'homme, le personnel de la division des droits de l'homme de la MINUSCA a pris part à une session de formation de formateurs sur les droits économiques, sociaux et culturels afin de comprendre les différents concepts liés aux droits de l'homme. Un reportage de Désiré Yango. La division des droits de l'homme de la MINUSCA a organisé du 23 au 24 novembre 2022 au quartier général de la MINUSCA à Bangui un atelier de formation sur les droits économiques, sociaux et culturels en République centrafricaine à l'attention de son personnel qui à son tour prendra le relais auprès des organisations de la société civile et des défenseurs des droits de l'homme nationaux. L'absence ou les difficultés de la mise en œuvre de ces droits économiques, sociaux et culturels sont à l'origine des situations complexes ou de conflits. Notre idée ici est de commencer par renforcer notre compréhension commune par rapport aux droits économiques et sociaux et d'initier une réflexion pour qu'on puisse appuyer au mieux l'État, appuyer au mieux les institutions nationales à la mise en œuvre de ces droits économiques et sociaux. Donc ça fait vraiment partie de notre travail de supporter l'État à augmenter, à avoir une meilleure mise en œuvre de leurs obligations en droits économiques et sociaux.
Cette session vise à renforcer la compréhension des institutions des droits de l'homme sur les droits économiques et sociaux, à préparer des réflexions afin d'appuyer au mieux l'État et les institutions nationales de la défense des droits de l'homme à la mise en œuvre de ces droits économiques, sociaux et culturels. C'est quoi les droits économiques, sociaux et culturels? Il faut déjà s'approprier ce concept, son contenu et comment identifier les droits économiques, sociaux et culturels sur le terrain. Et ça, c'est dans le but, n'est-ce pas, de renforcer l'activité de la division droits de l'homme, comme on l'a dit, mais aussi, n'est-ce pas, de faire une plus grande ou à large spectre un monitoring sur les questions des droits économiques, sociaux et culturels afin d'apporter des solutions efficaces, efficientes et pérennes. Les droits économiques, sociaux et culturels incluent le droit à une alimentation adéquate, à un logement convenable, à l'éducation, à la santé, à la sécurité sociale, à la participation à la vie culturelle, à l'eau et à l'assainissement et au travail. Ces droits économiques, sociaux et culturels ou des droits civils et politiques sont interdépendants selon la Déclaration universelle des droits de l'homme ratifiée en 1948. Le module de la justiciabilité du droit à la santé et du droit à l'éducation qui font partie intégrante du mandat de la division des droits de l'homme de la MINUSCA a été aussi inscrit au programme de cette formation. Je vous avoue que c'est une opportunité que nous avons reçue vraiment de pouvoir renforcer nos capacités. Nous serons à nouveau encore dans nos différentes zones de responsabilité. Nous allons travailler avec les différents partenaires, notamment les ONG humanitaires qui ont un mandat beaucoup plus élargi dans ce domaine. Nous travaillons avec eux pour mieux renforcer aussi nos actions en faveur des droits économiques, mais aussi travailler avec les autorités locales à travers la justice, les magistrats, le préfet, le sous-préfet, pour voir dans quelle mesure nous pouvons travailler ensemble pour que la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels puisse être une réalité dans nos différentes zones de responsabilité. Cette première phase de formation introduit la notion des droits économiques, sociaux et culturels aux officiers des droits de l'homme de la MINUSCA, dont l'objectif d'intégrer les droits économiques, sociaux et culturels dans leur travail de monitoring des droits de l'homme avec les acteurs de défense des droits de l'homme et les partenaires afin d'évaluer la situation des droits économiques, sociaux et culturels en République centrafricaine. Retour d'expérience sur la retraite des inspections des forces de défense et de sécurité. C'est la thématique qui a regroupé les forces de défense et de sécurité dans un atelier organisé par la Coordination nationale de la réforme du secteur de la sécurité avec le soutien de la MINUSCA à travers sa section réforme du secteur de la sécurité. Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des organes internes de contrôle des inspections centrales et générales afin de contribuer au respect des principes du Plan national de sécurité PNS et à la mise en œuvre des orientations des stratégies nationales de réforme du secteur de la sécurité SNRS. Plus de détails avec nos reporters Geoffroy Bata et Flora Elodie Bambou. La Coordination nationale de la réforme du secteur de sécurité CNRSS a organisé avec le soutien de la MINUSCA à travers sa section de la réforme du secteur de sécurité un atelier de retour d'expérience sur la retraite des inspections des forces de défense et de sécurité le 26 novembre 2022. Le dit atelier a vu la présence du général de brigade Bruno Léopold Izamo, inspecteur des armées, de la chef de la section réforme du secteur de sécurité de la MINUSCA, Carole Baudouin, et du ministre conseiller à la présidence de la Commission nationale de la réforme du secteur de sécurité, le général de brigade Bruno Wayolo. Nous voici une fois de plus réunis en atelier pour un partage d'expérience de la mise en œuvre des recommandations de la retraite des inspections des forces de défense et de sécurité organisées en septembre et octobre 2021. En effet, la gouvernance démocratique et l'état de droit constituent l'axe stratégique principal de la stratégie nationale de réforme du secteur de sécurité, deuxième édition, comme recommandé lors de la revue de mise en œuvre. L'objectif de cet atelier est de procéder à un partage d'informations pour définir les modalités de fonctionnement des inspections et aussi échanger avec les fonctionnaires sur les organes de contrôle interne et externe de l'État. Le général de brigade Bruno Léopold Izamo a évoqué les éventuelles difficultés rencontrées pendant la période de 2021 dans l'exercice de leurs fonctions et émet quelques suggestions pour pallier à ces blocages. On a fait plusieurs propositions pour essayer de débloquer ou de surmonter ces obstacles. La plus grande proposition, c'est que les chefs de département puissent mettre leur poids pour que
les conclusions des rapports des inspections puissent être appliquées, pour que les textes soient appliqués et pour que les portes soient ouvertes aux inspections pour la meilleure connaissance des inspections par les autres organes de l'administration. Carole Baudouin a réaffirmé l'engagement de la MINUSCA à soutenir le gouvernement centrafricain. Contrôle, c'est confiance. Contrôle, c'est efficience. Contrôle, c'est performance. C'est pas simplement des mots, c'est l'évidence. Et ça n'est pas forcément au sein des ministères, au sein des institutions, les services que l'on soutient en priorité. Et encore une fois, l'important pour nous tous, l'objectif recherché, c'est contribuer à la restauration de l'autorité de l'État sur l'étendue du territoire. Cette session d'un jour a regroupé une cinquantaine de participants. À la clôture de cet atelier, des recommandations ont été formulées à l'endroit du gouvernement, des inspections, des autres organes de contrôle et des partenaires internationaux. Les autorités locales du 5e arrondissement de la ville de Bangui ont été sensibilisées sur la vulgarisation de la nouvelle loi sur la décentralisation, la gouvernance locale et la citoyenneté. Initiée par la section des affaires civiles de la MINUSCA, cette formation s'inscrit dans le cadre de l'extension et de la restauration de l'autorité de l'État. Elle permet aux chefs de quartier, aux chefs de groupe et aux conseillers municipaux de bien comprendre cette nouvelle loi, de se l'approprier afin d'en faire bon usage. Un reportage de Serge Koswati et Cyrus Zemangikete. Le ministère de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local a organisé du 24 au 25 novembre 2022, avec le soutien de la section des affaires civiles de la MINUSCA, un atelier de renforcement des capacités sur la vulgarisation de la nouvelle loi sur la décentralisation, la gouvernance locale et la citoyenneté, à l'intention des chefs de quartier, des chefs de groupe et les conseillers municipaux du 5e arrondissement de Bangui. Par le passé, le conseil municipal du 10 arrondissement fonctionnait à base de l'ordonnance 88. À l'heure où nous sommes, l'ordonnance 88 est tombée en désuétude. Et donc avec la nouvelle loi portant le nouveau code de collectivité, et donc cette loi, c'est une nouvelle bréviaire pour nous les autorités locales, nous permettant de bien administrer, de bien réfléchir, de bien analyser comment gérer nos différentes communautés. L'ancienne ordonnance numéro 88/005 du 5 février 1988 portant création des collectivités territoriales et des circonscriptions administratives dit dans son 5e article que la représentation des intérêts nationaux, la coordination des activités des fonctionnaires de l'État et le contrôle administratif des collectivités sont assurés par les divers organes du gouvernement dans le cadre des circonscriptions administratives que sont les préfectures et les sous-préfectures. À l'intérieur des sous-préfectures, il peut être créé éventuellement des postes de contrôle administratif. Cette formation s'articule autour du développement de notre pays et les élections locales dans les différents arrondissements. On nous a montré le rôle des chefs de quartier et comment faire la différence entre la justice formelle et informelle. On nous a montré comment un chef du quartier doit se comporter à l'endroit de sa communauté et des autorités. Nous sommes comme des médiateurs dans nos communautés et nous avons le devoir et la responsabilité de porter les plaintes de nos populations concernant des différents projets sociaux tels que la construction de forages, l'urbanisation et le bien-être de notre communauté auprès du président de la République. Cette session a pour objectif de mieux cerner le fonctionnement de la nouvelle loi afin d'amener les différentes communautés à un changement de mentalité et à une prise de conscience pour une meilleure gestion communautaire des différents quartiers afin de contribuer à l'extension de la restauration de l'autorité de l'État dans le 5e arrondissement de Bangui et d'appuyer le ministère de l'administration du territoire dans la poursuite des activités de redynamisation. Le vote des conseillers municipaux, en tout cas, c'est quelque chose qui est déjà très bien pour le développement même du quartier, de nos arrondissements et de nos populations. Le seul travail qui est primordial pour le chef du quartier, c'est de concilier sa population. Parce que
dans le quartier où nous vivons, qu'on le veuille ou pas, certainement, il doit y avoir des problèmes. Et que le chef est là pour concilier les gens. Alors, toutes les activités qui seront, ou alors les coups qui seront pénales, alors on va toutefois transférer ça à l'autorité compétente pour juger. La synthèse des lois sur les collectivités territoriales et les circonscriptions administratives, le rapport entre les acteurs étatiques, le découpage, la participation citoyenne, le rôle et les attributions des chefs de quartier sont des thèmes débattus lors de cette assise. La MINUSCA a réitéré son engagement à accompagner le gouvernement centrafricain dans la sensibilisation et la vulgarisation de la nouvelle loi de la décentralisation, de la gouvernance locale et de la citoyenneté. Après cette formation, les autorités locales seront le relais d'information auprès de leur communauté. Nous suivons tout à l'heure les propos liminaires du directeur de l'unité mixte d'intervention rapide et de répression UMIR, le lieutenant-colonel Paul Amédée Moyenzo, invité de la conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA à l'occasion de 16 jours d'activisme. Il nous parlera des cas de viol, des femmes victimes de violences basées sur le genre et de sa collaboration avec la police de la MINUSCA. Restez avec nous. Population centrafricaine, le coronavirus est une réalité. Pour empêcher sa propagation, observez et respectez les mesures barrières. Lavez-vous fréquemment les mains avec de l'eau et du savon ou avec une solution hydroalcoolique. Évitez les embrassades et accolades, évitez de vous serrer les mains. Toussez ou éternez dans le pli de votre coude ou dans un mouchoir jetable. Jetez-le dans la poubelle et lavez-vous immédiatement les mains. Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche. Respectez l'écart d'1 mètre de distance sociale. Si vous avez de la fièvre, vous toussez, vous avez un écoulement nasal ou sentez une gêne respiratoire, restez chez vous et contactez sans délai une structure de santé. Nous sommes de retour et merci d'être restés avec nous. Sans plus tarder, suivons ensemble les propos liminaires du directeur de l'unité mixte d'intervention rapide et de répression UMIR, le lieutenant-colonel Paul Amédée Moyenzo. Après avoir vu le jour et opérationnalisé, a une compétence qui est nationale, qui s'étend sur toute l'étendue du territoire. Elle est d'une composition mixte, c'est-à-dire nous avons au sein de l'UMIR les policiers et les gendarmes et aussi les personnels civils qui travaillent. Et nos 4 services, après une direction, nous avons 4 services et ces 4 services fournissent une prise en charge médicale et psychosociale, une assistance juridique et judiciaire aux victimes de violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants. Donc, nous avons aussi, pour parler de ce que nous avons comme mandat, l'UMIR a pour mandat de contribuer effectivement dans le cadre de la chaîne pénale, d'apporter une répression aux violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants, et les violences faites aux enfants aussi, et la lutte contre la traite des personnes en République centrafricaine. Nous avons ce travail-là à faire. Nous sommes pour l'instant installés à Bangui, mais puisque ayant une compétence tout à fait nationale, nous avons cependant une antenne régionale qui est à Boire, qui a été, je salue ici l'Union européenne, qui a été à l'origine, qui a appuyé la mise en place de cette antenne. Et en perspective, nous devons aussi faire en sorte qu'il y ait encore une antenne à Bambari et progressivement dans d'autres zones de la République centrafricaine. Mais parlons un peu des statistiques que nous avons au niveau de l'UMIR. Je crois que pour la période allant de janvier jusqu'en octobre 2022, nous avons pu enregistrer plus de 2553 plaintes au niveau de l'UMIR, parce que dans ces plaintes que nous enregistrons, nous avons aussi les plaintes qui sont purement civiles, les dossiers civils, les affaires civiles, eh bien, ne relèvent pas de la compétence de l'UMIR. Mais dès lors qu'il s'agit des affaires pénales, puisque l'UMIR est une unité de police judiciaire, eh bien, nous faisons le tri de ces plaintes-là et les plaintes civiles sont orientées soit au niveau de l'association des femmes juristes pour les médiations, ou s'ils ont une clinique, elles ont une clinique juridique, et soit nous avons un avocat du barreau américain qui travaille au sein de l'UMIR, en plus un avocat référent de l'association des femmes juristes. Eh bien, les dossiers purement civils ne nous intéressent pas tellement, mais les dossiers, par exemple,
qui sont des dossiers pénaux. Nous avons enregistré au moins plus de 2000 plaintes qui ont été déposées par les femmes. Vous voyez à quel point les femmes sont les femmes payent le plus lourd tribut de ces affres de violence qui sont faites par les hommes. Et je voulais rejoindre aussi la présidente de la femme juriste qui met en exergue les porteurs de tenue qui sont souvent les principaux auteurs les présumés de ces violences faites aux femmes et aux enfants, qui doivent être suffisamment sensibilisés de manière à ce que nous puissions mener une bonne lutte contre l'impunité de ces violences sexuelles. Alors donc, dans ces violences que j'ai énumérées, ces plaintes que j'ai énumérées tout à l'heure, nous avons aussi 1751 plaintes que nous avons orientées au niveau des services des enquêtes. Parce que sur les 4 services que je n'ai pas énumérés tout à l'heure, nous avons un service d'appui médical et psychosocial qui est comme la porte d'entrée d'ailleurs. Et après ce service, nous avons aussi un service d'assistance juridique et judiciaire et un service enquête et investigation, et avec le dernier service qui est le service de prévention, d'intervention et alerte. Et donc, les plaintes qui sont orientées au niveau de ce service enquête et investigation, nous avons enregistré plus de 568 plaintes et 410 procès-verbaux ont été établis par les enquêteurs de l'UMIR. Et ces 410 procès-verbaux ont été communiqués dans les différents parquets, donc notamment le parquet de Bangui et le parquet de Bimbo. Et nous avons 299 présumés auteurs de viol qui ont été présentés devant ces juridictions répressives. Et je voulais juste dire que sur toutes les plaintes que nous avons enregistrées au niveau de l'UMIR, eh bien, les violences, les cas de viol, parce qu'il y a toute une typologie, il y a les viols, il y a les violences et voies des faits, il y a les coups et blessures volontaires, il y a les cas de maltraitance, il y a des cas d'infection, viol avec infection, avec IST, principalement avec VIH. Et nous avons recensé sur tous ces cas, eh bien, le viol, qui est le principal infraction, totalise au moins 70% de ces plaintes que nous enregistrons là-bas au niveau de l'UMIR. Donc, nous avons réalisé beaucoup d'activités avec l'UNPOL qui nous appuie dans tous les domaines, dans les sensibilisations, dans les enquêtes et tout. Et nous avons, je peux citer entre autres, l'appropriation du nouveau mécanisme de l'accueil et de filtrage au niveau du service d'orientation, parce que à l'entrée, puisque nous avons plein de gens qui arrivent dans le cadre de l'UMIR, nous avons une personne qui est convoquée et qui se présente avec tous les membres de sa famille. Il faut mettre en place un mécanisme filtrant à l'entrée de manière à garantir le principe de confidentialité de l'information. Donc, entre autres, nous avons prévu beaucoup d'activités dans le cadre de ces 16 jours d'activisme. Nous avons mené une campagne, nous avons projeté une campagne à Bouali et à Mbaïki, 2 jours avec des portes ouvertes. Et nous avons aussi beaucoup de renforcement de capacité qu'on a déjà commencé d'ailleurs au profit du staff de l'UMIR. Donc sur ce, nous remercions infiniment la MINUSCA et surtout avec l'UNPOL qui nous appuie dans les activités que nous menons là-bas tous les jours, allant dans le sens de la lutte contre l'impunité de ces violences sexuelles. Nous attendons beaucoup de la MINUSCA, que l'équipe de l'UNPOL soit renforcée. Nous attendons aussi un appui réel dans le cadre d'étendre les antennes de l'UMIR un peu sur toute l'étendue, puisque si on a une compétence et on est basé à Bangui, il nous est particulièrement difficile d'aller enquêter en province, sauf souvent avec l'appui de MINUSCA où on a pu diligenter des enquêtes à Bakouma ou à Bossangwa, Kakabandro. Et donc nous attendons toujours beaucoup, nous remercions beaucoup MINUSCA pour ses appuis multiformes dont l'UMIR est bénéficiaire et qui concourent à l'amélioration des prestations de services au niveau de l'UMIR. Ainsi prend fin le magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Je suis Ingrid Swembo. Prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver très bientôt.